en brume, quand San Francisco s'allume. San Francisco. À 85 ans, Maxime Le Forestier semblait être l'image même de la sérénité. Avec ses cheveux blancs, adoucis par le temps, sa guitare posée près de lui, comme une vieille compagne fidèle, il demeurait l'un des derniers grands poètes folk de la chanson française. Son nom évoquait aussitôt San Francisco, ce refrain devenu un hymne générationnel, symbole d'une jeunesse idéaliste, avide de liberté et de fraternité. Pourtant, derrière ce sourire doux et ce timbre de voix caressant, se cachait une part d'ombre, rarement évoquée, celle des rancunes, des antagonismes, des inimitiés, que l'histoire a parfois préféré taire. Car Maxime n'était pas seulement un troubadour pacifiste, il était aussi un homme engagé profondément, marqué par ses convictions sociales et politiques, et qui n'acceptait pas facilement les compromis. Dans l'univers de la chanson, il avait croisé des figures avec lesquelles le courant n'était jamais passé des confrères, qu'il ne pouvait littéralement pas voir en peinture. Non pas par simple caprice, mais parce que leur vision du monde, leur manière d'incarner la musique, leur rapport au public, heurtaient profondément ce qu'ils croyaient être l'essence même de l'art. Ces inimitiés ne se traduisaient pas forcément par des affrontements bruyants. Le Forestier était trop subtil pour cela. Mais à travers des interviews, des regards distants, des silences éloquents ou quelques phrases acérées, il avait laissé transparaître son agacement. Avec l'âge, il n'avait plus rien à perdre, plus rien à cacher. Alors dans le crépuscule apaisé de sa carrière, il pouvait confier, presque avec un sourire en coin, la liste de ces artistes qu'il n'avait jamais pu supporter. Aujourd'hui, nous allons plonger dans cette autre facette de Maxime Le Forestier. Non pas l'icône paisible qui a chanté la fraternité, mais l'homme de chair et de sang qui, comme tout être humain, a connu ses colères et ses rejets. 5 noms, 5 visages, 5 histoires, où s'entrechoquent orgueil, idéaux et visions contraires de la musique française. Car même les plus grands poètes ont leurs ennemis silencieux, et ceux de Maxime racontent à leur manière une part secrète de sa vérité. Numéro 5, Michel Sardou. Il y avait dans la France des années 70 deux mondes qui semblaient condamnés à s'ignorer, sinon à s'opposer frontalement. D'un côté, Michel Sardou, voix puissante interprète de chansons grandiloquentes qui embrassaient le goût du public pour le drame, la provocation et l'émotion brute. De l'autre, Maxime Le Forestier, chanteur folk, héritier d'une tradition anglo-saxonne, faite de guitares acoustiques de poésie intime et d'un idéal de fraternité. Deux univers qui coexistaient, mais dont les valeurs se heurtaient avec une intensité silencieuse. Sardou, dès ses débuts, avait bâti sa réputation sur des titres qui divisaient. Ses chansons traitaient de thèmes explosifs, parfois conservateurs, assumant une théâtralité sans concession. Le Forestier lui portait la bannière d'une jeunesse marquée par Mai 68, réclamant plus de liberté, moins de rigidité, une société plus égalitaire. Là où Sardou chantait la patrie, l'autorité et les traditions Maxime brandissaient ses ballades pacifistes et fraternelles. Dans la presse, les critiques aimaient dresser des parallèles. Sardou représentait la France du pouvoir établi Le Forestier. La contestation douce, mais ferme. Leurs chemins se sont croisés dans des émissions de variété, sur les mêmes plateaux de télévision. Les caméras captaient parfois des sourires polis, mais derrière les coulisses, l'air se chargeait d'une tension à peine voilée. Maxime n'aimait pas la manière dont Sardou parlait de ses collègues, ni son attitude de tribune dominateur. De son côté, Sardou considérait que la chanson folk manquait de corps, que cette musique importée des États-Unis n'avait pas la force des grandes fresques populaires. Ce qui rendait cette opposition encore plus vive, c'était la réception du public. Sardou remplissait les grandes salles attirant des foules immenses galvanisées par sa présence scénique. Le Forestier lui séduisait un public plus restreint, plus intellectuel, plus intime. Il y avait, comme une blessure d'orgueil, à voir la ferveur populaire se tourner massivement vers un artiste qui représentait l'exact contraire de ses valeurs. Un épisode marquant reste associé à cette tension dans une interview. Le Forestier laissa entendre à demi-mot qu'il trouvait la démarche de Sardou inutilement autoritaire. Sardou, fidèle à lui-même, répondit par une pique cinglante, affirmant qu'il préférait provoquer que s'endormir sous les guitares. La phrase fit le tour des rédactions, installant une rivalité tacite. Pour Maxime Sardou, incarner une vision du métier qu'il rejetait de toutes ses forces, une chanson spectacle musclé, où l'émotion devenait arme, où la politique se confondait avec la rhétorique, lui croyait au pouvoir de l'intimité,
à la force des textes murmurés plutôt que clamés. Entre eux, le fossé était donc abyssal, irréductible. Et si au fil des décennies, ils ne se sont jamais livrés à une guerre ouverte, Maxime ne s'est jamais départi de cette impression. Sardou représentait le contraire de ce qu'il voulait défendre. Une opposition de style de valeur et peu être d'ego. Dans son cœur, Michel Sardou était bien l'un de ces artistes qu'il ne pouvait décidément pas voir en peinture. Numéro 4. Johnny Hallyday. S'il y a bien un nom qui a traversé toutes les décennies de la chanson française comme un ouragan, c'est celui de Johnny Hallyday. Pour des millions de fans, il était l'idole des jeunes, la voix rauque et flamboyante qui transformait chaque scène en arène. Pour Maxime Le Forestier, en revanche, Johnny représentait presque tout ce qu'il refusait dans la musique, l'excès, le culte de la célébrité et une certaine idée du spectacle où l'émotion brute prenait le pas sur la sincérité artistique. Dès la fin des années 60, la France vivait un clivage culturel. D'un côté, l'explosion du rock'n'roll et des shows à l'américaine avec Hallyday en porte, étendard. De l'autre, une génération nourrie de folk, de Bob Dylan, de Leonard Cohen, qui trouvait en Maxime Le Forestier un interprète plus discret, mais profondément engagé. Les deux univers se croisaient parfois dans les coulisses des grandes émissions de télévision. Johnny cuir noir et sourire carnassier, entouré d'une nuée de photographes, Maxime Jan simple guitare en bandoulière, presque mal à l'aise face à tant de projecteurs. Ce contraste ne fit que renforcer l'impression d'une fracture esthétique. Le Forestier estimait que Johnny s'était vendu à une logique commerciale, transformant la musique en produit de masse, alors que lui voulait préserver une certaine pureté. Il voyait dans les concerts géants de Hallyday une grand-messe du rock où la démesure écrasait la profondeur des textes. Johnny, de son côté, n'a jamais caché son mépris pour ce qu'il appelait les chanteurs à guitare, jugés trop austères, incapables de faire vibrer une foule. Les journalistes se délectaient de cette opposition. Dans la presse, il arrivait que l'on demande à Le Forestier ce qu'il pensait du phénomène Hallyday. Sa réponse, souvent teintée d'un humour sec, laissait transparaître une certaine distance, parfois même une irritation. Il ne niait pas le talent vocal de Johnny, mais regrettait son manque de retenue, son goût pour le spectaculaire. Pour Maxime, la musique devait rester une conversation intime avec le public, pas une démonstration pyrotechnique. Un épisode marquant illustre cette divergence. Lors d'un plateau télé, au milieu des années 70, Johnny fit irruption avec son énergie habituelle, saturant le plateau de décibels. Le Forestier, invité le même soir, interpréta une ballade acoustique. La juxtaposition des deux performances fut brutale, presque violente. L'un faisait vibrer les murs, l'autre invitait au silence. Le contraste frappa les spectateurs, mais aussi les artistes eux-mêmes. Maxime confia plus tard qu'il s'était senti noyé dans le vacarme. Au fil du temps, l'antagonisme devint presque symbolique. Hallyday, incarnation de la France qui aime le bruit, la vitesse et la lumière crue. Le Forestier, représentant de ceux qui préfèrent l'ombre douce, les mots choisis et la lenteur réfléchie. Deux faces d'une même culture, mais incapables de se rejoindre. Dans l'intimité, Maxime ne cacha jamais son malaise. Pour lui, Johnny était l'exemple d'un artiste qui avait sacrifié la profondeur à la gloire. Et si en public il se montrait respectueux, ses confidences plus tardives révèlent qu'il ne pouvait s'empêcher de voir en Hallyday l'ennemi naturel de sa conception de la chanson, non pas un adversaire personnel, mais une incarnation d'un monde artistique qu'il rejetait viscéralement. Ainsi, Johnny Hallyday trouva sa place dans cette liste des artistes que Maxime Le Forestier ne pouvait pas voir en peinture, l'astre brûlant dont l'éclat aveuglait ceux qui cherchaient une lumière plus douce. Numéro 3. Renaud. À première vue, Renaud et Maxime Le Forestier auraient dû être complices. Tous deux maniaient la guitare comme un drapeau, tous deux se faisaient les porte-voix d'une génération en quête de justice et de liberté. Et pourtant, derrière cette proximité apparente, se cachait une fracture profonde. Car si Le Forestier incarnait le folk élégant empreint de douceur et de réflexion, Renaud représentait l'insolence brute, la gouaille des pavés parisiens, le cri rageur des banlieues. Deux façons d'être engagées, mais qui se toisaient avec une suspicion tenace. Renaud n'a jamais eu peur de provoquer. Ses chansons fleuraient bon le bitume, la bière et la révolte peuplée de marginaux, de flics et de voyous. Son langage tranchant heurtait la bienséance et bousculait les codes établis. Le Forestier, lui, restait fidèle à un registre plus feutré, privilégiant l'image poétique à la crudité verbale. Cette différence de ton devint vite une ligne de démarcation aux yeux de Renaud. Maxime était trop sage, trop bourgeois, trop poli pour incarner la véritable colère populaire.
Aux yeux de Maxime Renaud, confondait provocation et authenticité, préférant choquer plutôt que convaincre. Leurs chemins se croisèrent à plusieurs reprises, notamment lors de concerts collectifs et de festivals où leurs noms figuraient sur les mêmes affiches. On raconte qu'en coulisses, l'ambiance n'était pas des plus chaleureuses. Renaud, avec sa gouaille inimitable, lâchait volontiers des piques contre les chanteurs à barbe qui chantent pour les profs de fac. Maxime, piqué au vif, répondait par un silence glacial ou un sourire amer. Ce duel tacite se nourrissait des différences sociales. Renaud se revendiquait enfant du peuple le forestier, malgré son humanisme sincère, était perçu comme appartenant à un milieu plus aisé. La presse avide de conflits se chargea d'amplifier cette opposition. On aimait dresser le portrait d'un Renaud anarchiste et d'un Maxime idéaliste comme deux pôles inconciliables d'une même génération. Le public lui choisissait son camp. Certains reprochaient à Le Forestier de ne pas être assez virulent dans ses textes, de ne pas porter la rage de la rue. D'autres estimaient que Renaud sombrerait dans la vulgarité, tandis que Maxime conservait la noblesse du verbe. Un moment cristallisa leur antagonisme dans une interview des années 80. Renaud laissa entendre que les chansonniers folk ne faisaient que gratter 3 accords pour endormir les foules. La phrase fit sourire certains, mais elle irrita profondément Le Forestier, qui voyait dans cette remarque une négation totale de son travail. Pour lui, chanter la fraternité et l'utopie n'était pas une faiblesse, mais un acte politique puissant. Il ne supportait pas que l'on réduise son engagement à une naïveté. Avec le recul, Maxime reconnaissait que Renaud avait du talent, qu'il savait capter la colère d'une époque, mais il restait persuadé que ce style trop frontal, trop provocateur, finirait par brûler ses propres ailes. Et, dans son fort intérieur, il ne pouvait s'empêcher de considérer Renaud comme un contre-modèle, l'exemple d'une musique engagée qui avait choisi la fureur plutôt que la profondeur. Ainsi, dans la mémoire de Maxime Renaud, occupait une place paradoxale, à la fois frère de combat et adversaire intime, compagnon de route et repoussoir. Une figure qu'il respectait peu, être malgré lui, mais qui ne pouvait décidément pas voir en peinture. Numéro 2. Francis Cabrel. Quand Francis Cabrel fit irruption sur la scène française à la fin des années 70 avec Petite Marie, et bientôt Je l'aime à mourir, un souffle nouveau, s'abattit sur la chanson folk hexagonale. Sa voix douce, ses ballades amoureuses et son accent chantant du sud-ouest conquirent rapidement le grand public. Pour beaucoup, Cabrel apparaissait comme le fils spirituel de Maxime Le Forestier, celui qui allait prolonger et moderniser l'élan folk en France. Mais pour Maxime lui-même, cette émergence suscita des sentiments ambivalents, mêlant respect et irritation, admiration et rivalité. À cette époque, Le Forestier avait déjà marqué durablement les esprits avec San Francisco et ses chansons engagées. Il incarnait la génération post-68, celle qui croyait au pouvoir de la musique pour changer le monde. Cabrel lui proposait une approche plus intimiste, recentrée sur l'amour, la nature, les petites choses de la vie. Là où Maxime s'était voulu le chantre d'une fraternité universelle, Cabrel choisissait la pudeur des sentiments personnels. Cette différence de registre aurait pu les rendre complémentaires. Pourtant, la comparaison incessante établie par la presse et le public finit par semer la discorde. On disait de Cabrel qu'il avait volé la place de Le Forestier dans le cœur de la jeunesse des années 80. Ses albums se vendaient par millions, ses refrains devenaient des classiques instantanés. Maxime Discret voyait avec amertume la nouvelle génération tourner ses oreilles vers ce troubadour provincial qui en apparence empruntait pourtant les mêmes chemins musicaux que lui. C'était comme si l'élève avait dépassé le maître, une idée insupportable pour un artiste aussi fier que Le Forestier. Leur relation en public resta courtoise, on se saluait, on échangeait quelques mots, on se retrouvait parfois dans des festivals, mais en privé, Maxime ne cachait pas sa réserve. Il reprochait à Cabrel d'avoir édulcoré le folk, de l'avoir transformé en produit consensuel format radio. Lui qui avait risqué de se marginaliser en chantant contre la guerre, pour les marginaux et les idéaux collectifs, supportait mal de voir le genre qu'il avait défendu se réduire à des histoires d'amour suaves. Il y avait aussi une blessure plus intime, l'impression d'être peu à peu effacé de la mémoire collective. Chaque fois qu'un journaliste voulait parler de l'héritage folk en France, le nom de Cabrel surgissait en premier, reléguant Maxime au rang de pionnier du passé. Cette sensation d'obsolescence, d'injustice, même nourrit une rancune sourde. Dans certaines interviews tardives, Le Forestier glissa quelques remarques à peine voilées, affirmant que chanter des blouettes, c'est plus facile que de porter un message. Pourtant, il serait injuste de réduire cette relation
à une simple jalousie. Le Forestier reconnaissait le talent mélodique de Cabrel, sa capacité à toucher le grand public avec des mots simples. Mais c'est précisément cette efficacité qui l'irritait, trop lisse, trop consensuelle, pas assez risquée. Là où lui-même avait choisi la rugosité de l'engagement, Cabrel préférait la douceur des confidences. Deux choix artistiques qui, aux yeux de Maxime, ne pouvaient pas se réconcilier. Ainsi, Francis Cabrel entra malgré lui dans le cercle restreint des artistes que Maxime Le Forestier ne pouvait pas voir en peinture, non pas par haine véritable, mais parce qu'il incarnait cette menace sourde qui plane toujours sur les pionniers, celle d'être dépassé par son héritier, éclipsé par son double plus jeune et plus populaire. Pour Maxime Cabrel restera toujours ce reflet déformé, séduisant mais agaçant, qui rappelait sans cesse à quel point le temps finit par redistribuer les couronnes. Numéro 1, Serge Gainsbourg. Dans l'imaginaire collectif, Serge Gainsbourg et Maxime Le Forestier semblent appartenir à deux planètes différentes. L'un Gainsbourg, maître du scandale poète, décadent amateur de provocations télévisées et de mélodies envoûtantes. L'autre, Le Forestier troubadour folk, humaniste chantant la paix et la fraternité. Deux artistes emblématiques d'une même époque, mais qui incarnaient des visions du monde diamétralement opposées. Et c'est précisément dans ce contraste que naquit une incompatibilité profonde, presque viscérale, qui fit de Gainsbourg l'ennemi intime par excellence de Maxime. Dès les années 70, Gainsbourg s'affirmait comme le champion du malaise volontaire. Ses interviews étaient des performances, ses chansons des brûlots sulfureux, qui jouaient avec le feu du désir et de la provocation. Maxime, lui, croyait en la musique comme espace de communion, un art qui devait apaiser et élever. Pour lui, le génie de Gainsbourg n'excusait pas ses outrances. Il voyait dans son attitude une forme d'autodestruction, une façon d'abîmer la chanson française en la réduisant à des coups d'éclat médiatiques. Les rares fois où leurs routes se croisèrent publiquement, l'inconfort était palpable. Gainsbourg aimait dominer l'espace, occuper le champ de la caméra, tandis que le Forestier réservé restait à l'écart. Dans une émission culte, Gainsbourg avait laissé entendre que les chanteurs folk étaient des moralistes qui grattent 3 accords pour endormir les foules. La phrase volontairement méchante piqua Maxime au vif. Il laissa passer fidèle à son tempérament, mais en privé, il confia que jamais il ne pourrait cautionner un artiste qui choisissait la provocation comme unique mode d'expression. Leur opposition se cristallisait aussi dans leur rapport aux mots. Gainsbourg maniait la provocation verbale, jouait avec les doubles sens sexuels, se plaisait à choquer. Maxime, au contraire, choisissait la métaphore poétique, l'image tendre, la parole fraternelle. À ses yeux, Gainsbourg dévoyait le pouvoir de la chanson en la transformant en arme de scandale. Lui voulait en faire un outil de réconciliation. La consommation médiatique de Gainsbourg, son image de poète maudit noyé dans l'alcool, et les excès choquaient profondément le Forestier. Non qu'il ignorât le romantisme tragique de cette figure, mais il voyait là un exemple dangereux, une dérive qui éloignait la chanson de sa vocation première. Pour Maxime, Gainsbourg ne construisait pas un pont avec le public, il le fascinait pour mieux le troubler quitte à le perdre. Le public, bien sûr, adorait ces deux figures si opposées. Certains aimaient Gainsbourg pour son audace, d'autres vénéraient le Forestier pour sa sincérité. Mais pour Maxime, la frontière était claire, Gainsbourg symbolisait tout ce qu'il rejetait, le culte de la transgression, l'autodestruction, comme posture l'idée que l'art devait choquer plutôt qu'émouvoir. Et même avec le recul des années, alors que les hommages à Gainsbourg se multipliaient, le Forestier ne changea pas de ton. Il reconnaissait son talent mélodique, sa plume unique, mais ne pouvait s'empêcher d'ajouter comme une ombre sur le tableau « ce n'était pas ma vision de la chanson ». Une façon pudique de dire qu'il ne pouvait décidément pas le voir en peinture. Ainsi, Serge Gainsbourg se retrouva en tête de cette liste secrète. Plus qu'un rival ou un confrère, il était le miroir inversé de Maxime Le Forestier, l'un chantait l'amour universel, l'autre célébrait la provocation. Et entre ces deux pôles, aucune réconciliation n'était possible. À 85 ans, Maxime Le Forestier portait un regard lucide sur son parcours. Derrière les refrains fraternels, derrière l'image de l'homme paisible qui avait su traverser les décennies avec sa guitare en bandoulière, il assumait aussi ses inimitiés, ces figures qu'il n'avait jamais pu apprécier, Sardou, Hallyday, Renaud Cabrel, Gainsbourg, autant de noms prestigieux qui incarnaient chacun à leur manière une vision du métier qu'ils rejetaient. Ce n'étaient pas des querelles de coulisses anodines, mais
l'expression d'un désaccord profond sur ce que devait être la chanson française, car pour Maxime chanter n'était pas seulement divertir, c'était tendre la main, éveiller les consciences, bâtir des ponts entre les êtres. Chaque fois qu'il croisait un artiste qui, selon lui, détournait la musique de cette mission, que ce soit pour la transformer en arme politique, autoritaire, en produit commercial, en provocation gratuite ou en romance trop lisse, il sentait naître une résistance intérieure. Ces oppositions avaient forgé son identité comme une armure invisible. Pourtant, au soir de sa vie, ce qui restait n'était pas la rancune, mais le souvenir d'avoir tenu bon. Dans un monde artistique souvent divisé, il avait préservé son intégrité. Ses ennemis, paradoxalement, avaient contribué à renforcer sa singularité. Sans eux, être son œuvre aurait-elle perdu une part de sa vigueur, de sa conviction. Ainsi se referme le portrait d'un artiste à double visage, le poète de San Francisco et l'homme des refus tenaces. Et si l'on retient surtout ces chansons lumineuses, il n'est pas inutile de se souvenir qu'elles sont nées aussi dans l'ombre des inimitiés. Car même les chants les plus doux s'écrivent parfois contre quelqu'un. Et c'est être là que réside la force d'un artiste, savoir transformer ses colères en éternité musicale.